Le jour où l'examen d'entrée à l'université se termine, la beauté du lycée m'entraîne, devant toute la classe, dans le petit bosquet. Avant même que je puisse réagir, elle m'embrasse carrément sur la bouche. Un parfum doux et féminin explose sur ma langue. Puis, la voix tremblante de larmes, elle dit « Théo, je te donne mon cœur, tout ce que j'ai à partir d'aujourd'hui, tant que tu acceptes une chose. Ma vie t'appartient. » Elle me prend au dépourvu. Il s'avère que sa mère est malade et a d'urgence besoin de 600 000 pour une opération. 600 000 pour un fils à papa oisif comme moi, c'est à peine la moitié de mon argent de poche du mois. Mais je la repousse sans hésiter. Le cœur d'une reine des glaces, c'est précieux. Dommage, je ne crois pas à l'amour. Mes parents se sont mariés pour des intérêts familiaux, et ils jouent la comédie du couple parfait depuis plus de 20 ans. Ont-ils un cœur? Peut-être, mais leurs cœurs appartiennent à d'autres personnes en dehors du mariage. Alors ne me parle pas de cœur, je n'y crois pas. Je me redresse, je m'avance vers elle, une tête de plus qu'elle. Je peux voir chaque frémissement de ses cils et les larmes cristallines qui s'y accrochent. Je tends la main. Elle se fige et ferme instinctivement les yeux. Mon doigt effleure doucement son front. Riel se raidit, ouvre les yeux et me fixe, perdu. Je retire ma main, la regarde droit dans les yeux et dis « Un mot à la fois. Riel, sois clair. Maintenant, tu veux que je sois un salaud qui profite de toi, ou tu veux que je sois un type bien qui fait preuve de gentillesse et t'aide ?» Elle est complètement stupéfaite, le regard vide. Son cerveau a clairement buggé, mais je suis patient. Je me contente de la regarder. Enfin, elle comprend. Ses épaules tendues s'effondrent d'un coup. Riel, avec une lueur d'espoir humble, murmure d'une voix aussi fine qu'un bourdonnement de moustique. « Aide-moi, s'il te plaît. » Je secoue la tête, impassible. Non, je ne suis pas une œuvre de charité. J'ai plein d'argent, mais je ne le dépense pas là où ce n'est pas nécessaire. 600 000 pourraient m'acheter des dizaines de millefeuilles. La supplique dans ses yeux se transforme instantanément en désespoir. En la voyant sur le point de s'effondrer, la petite part cruelle en moi s'estompe. Je change de ton. Mais je n'ai pas envie d'être un salaud, ni un type bien. On peut être partenaire d'affaires. Tes notes sont solides. Tu es ce qu'on appelle une valeur prometteuse. Alors je peux te prêter l'argent comme un investissement personnel. 600 000. Je peux te les virer tout de suite. Ses yeux s'illuminent d'incrédulité et de joie. Mais j'ai une condition. Rembourse-moi 1 million dans 10 ans. En même temps, tu dois intégrer une grande université au concours le mois prochain. C'est la première étape pour prouver ton potentiel, ma garantie pour cet investissement. Elle acquiesce aussitôt, hochant la tête de peur que je ne change d'avis. Je lui laisse mon numéro, me retourne et m'éloigne. Je ne prends même pas la peine de regarder en arrière pour voir son expression. En sortant du bosquet, la lumière du soleil réchauffe ma peau. Honnêtement, je ne me suis jamais soucié de savoir si elle me rembourserait. 600 000, ce n'est vraiment rien pour moi. Les conditions du contrat ne sont là que pour la forme. Sinon, n'importe qui viendrait me demander de l'argent. Même ma fortune ne survivrait pas à ce genre de dépenses. 600 000 pour la satisfaction d'avoir fait une bonne action aujourd'hui. Plus une vue rapprochée de la beauté du lycée en détresse. Ce n'est pas un mauvais échange. Après avoir parlé avec mon avocat et fixé une date, je transmets le contrat à Riel. Voilà, c'est fait. Je me dirige vers l'endroit où j'allais vraiment, une salle d'activité de club. Par la fenêtre, je vois l'intérieur. Mon amie d'enfance, Céline, rit avec un jeune aux airs de voyou. Nos familles se connaissent depuis toujours. Les affaires entre nos deux familles sont étroitement liées. Donc Céline et moi sommes considérés comme des amis d'enfance. Ça va. Le vrai sujet, c'est la grande sœur de Céline, Vivian, une véritable princesse de l'élite. Belle, avec une poigne ferme, et surtout, elle est particulièrement gentille avec moi. Chaque fois qu'elle me donne de l'argent de poche, c'est par millions. Pour quelqu'un comme moi qui veut juste vivre tranquillement, elle est carrément un distributeur automatique sur pattes. En plus de ça, Vivian est sur le point de se fiancer avec mon grand frère, Julian, élégant et prétentieux. Une fois que ce sera fait, elle sera officiellement ma belle-sœur. Famille sur famille. Ma petite vie de fainéant bien au chaud devient encore plus assurée. Mais dernièrement, à cause d'un voyou, les notes de Céline sont passées du sommet de la classe à la moyenne. Quand Viviane est venue me voir spécialement pour en parler, j'ai su que je devais m'en occuper. Après tout, quand on prend l'argent de quelqu'un, il faut bien faire quelque chose pour lui. Avant même que je puisse ouvrir la porte, un gars surgit et me rentre dedans. Il recule de 2 pas, les yeux pleins d'humiliation et d'amertume. Je le reconnais. Un élève pauvre que Céline parrainait autrefois. Excellente note et honnête. Vu sa tête, c'est le grand classique. Amoureux de sa sauveuse qui aime un voyou. Quelle tristesse. Je hoche la tête, amusé. Ce gamin est trop jeune. Pour nous, enfants de riches, flamber est une habitude, un signe de statut. Ça ne veut pas dire qu'on est des saints. Pour remercier quelqu'un, réussit et rend-lui au centuple. C'est comme ça que le monde fonctionne. Si tu y mets des sentiments, tu t'exposes à la douleur. Je l'ignore et pousse la porte entr'ouverte. Céline discute avec Dorian, riant tellement qu'elle en tremble. En me voyant, son sourire se fige. Ses sourcils se froncent, sa voix est méfiante. « Théo, que fais-tu ici? Tu viens aussi me dissuader pour Dorian? Ne perds pas ton temps. Toi, l'inutile Ashford, tu ne gères même pas ta vie.
De quel droit me fais-tu la leçon? Je ne suis pas en colère. En fait, j'ai envie de rire. Pas de leçon. Juste de la curiosité. Comment la petite Sinclair craque-t-elle pour ce genre de type? Céline s'emporte, méprisante. Qu'est-ce que tu en sais? Dorian n'est pas comme vous. Lui, il vit pour de vrai, librement. Elle attrape le bras de Dorian, presque admirative. C'est ça, être vivant. Vos vies trop rangées sont ennuyeuses, du temps perdu. Puis elle me regarde. Surtout toi, Théo, incapable d'étudier ou de faire la fête. Sans ton nom d'Ashford, t'as quoi? Un vrai gâchis. Je hoche la tête, comprenant enfin. Ah, je vois. La fougue de la jeunesse, c'est ça? Céline pense probablement qu'elle m'a convaincu. Dorian prend un air suffisant et bombe le torse, moins intimidé. L'instant d'après, je le fauche d'un coup de pied, puis je domine Céline. Tu as retrouvé tes esprits. Sous mon regard, elle recule instinctivement. Dorian gémit au sol, terrifié. Je m'approche. Tu voulais être libre? Alors, comment tu te sens? Assez libre? Dorian sue de douleur, incapable de parler. Céline veut m'arrêter, mais mon regard la fige. Tu ne faisais pas le malin tout à l'heure? Pourquoi tu ne parles plus maintenant? Dorian tremble. Il n'ose pas émettre le moindre son. Soudain, je trouve tout cela complètement ennuyeux. Avec si peu de cran, tu continues quand même à essayer de séduire une riche héritière. J'attrape Céline, qui tremble encore, et je file directement vers le côté ouest, le quartier réputé pour être malfamé. Je traîne Céline hors de la voiture et la plaque dans une ruelle sale. L'épaisse odeur d'urine et d'ordures en décomposition nous frappe en plein visage. Céline vomit sur place. Je désigne d'un geste quelques voyous qui s'insultent près de l'entrée de la ruelle, ma voix glaciale. Regarde, voilà ton vent de jeunesse. Assez authentique, assez libre. Si tu aimes ça à ce point, je peux te balancer là-bas tout de suite. Céline devient livide en un instant, s'agrippe à mon bras comme si sa vie en dépendait, sanglotant si fort qu'elle en perd le souffle. Désolé Théo, rentrons je t'en prie. À cet instant, je remarque une silhouette familière. C'est Dorian qui boite, s'esquivant discrètement au bout de la ruelle. Je n'ai pas envie de le poursuivre. Des déchets comme lui ne valent pas mon temps. Céline l'a clairement vu aussi. La couleur quitte son visage, et son dernier brin de rêve se brise en même temps que ce dos fuyant. Elle cesse de pleurer, reste là, vide, l'âme comme arrachée. Je la repousse dans la voiture. Elle reste muette tout le trajet. Arrivée chez les Sinclair, elle entre seule, tel un fantôme. Sans descendre, je demande au chauffeur de faire demi-tour. Ce soir-là, mon téléphone vibre avec un message. C'est de la part de Vivian. Théo, merci. Je réponds avec un sticker, de rien, et c'est tout. Comme prévu, les 2 jours suivants chez les Sinclair sont calmes. Personne ne vient me chercher. Je sais que ma future belle-sœur, Viviane, a tout arrêté. On dirait que j'ai bien joué ce coup-là. Ma vie confortable de fainéant est assurée. Mais le lendemain, je ne peux plus rire parce que Dorian est mort, tué dans un accident de voiture. Il s'avère que ma future belle-sœur est encore plus impitoyable que je ne l'imaginais. Soudain, cette famille me fait peur. Chacun porte un masque impeccable, éliminant froidement chaque obstacle. Mon frère aîné, Julian, l'élite de la famille, est comme ça. Ma future belle-sœur, Viviane, est comme ça. Je suis le seul à faire exception. Quelqu'un qui veut juste traverser la vie sans effort. Un frisson glacé me parcourt. Je me redresse d'un coup dans mon lit. Je dois déménager tout de suite. M'éloigner le plus possible de ces gens sans cœur. Rester en vie, c'est la seule façon de continuer à vivre tranquillement. Sans prévenir personne, le lendemain matin, je descends avec une valise que j'avais préparée depuis longtemps. Ma mère est dans le salon, sirotant élégamment son thé du matin. Elle me voit et soulève à peine les paupières. Son ton est neutre. Tu vas quelque part? Tu dors ailleurs? Elle ne repose pas la question, elle baisse simplement la tête vers son magazine financier. Mon soi-disant père est introuvable. Cette maison est froide comme un congélateur. Je traîne ma valise et je sors de cette villa luxueuse sans me retourner. J'ai un penthouse en centre-ville que j'ai acheté il y a longtemps. Il va enfin servir à quelque chose. L'endroit est immense et vide. Le frigo l'est encore plus. Je conduis jusqu'au plus grand supermarché du coin. Je dois remplir ce nouveau chez moi de nourriture et de cochonneries. En poussant le chariot, je me faufile entre les rayons étincelants. Comme un robot, je jette des articles dans le chariot. Au détour d'un rayon, je m'arrête. Une fille glisse un pain dans sa manche. Plus jeune que moi, petite, en uniforme délavé. Elle paraît propre, mais ses mains ne le sont pas. Je reste silencieux, simplement adossé à l'étagère, les bras croisés, l'observant avec intérêt. Elle a du mal. La manche est trop petite, le pain trop gros. Elle essaie encore et encore. Des gouttes de sueur perlent sur son front. Finalement, elle semble ressentir quelque chose. Son geste se fige et elle lève lentement la tête. Nos regards se croisent dans le vide. Je la fixe, sans rien dire. En 10 secondes, son visage passe du blanc au rouge à une vitesse visible. Ses grands yeux se remplissent d'abord de terreur, puis de panique, pour finalement se noyer dans une honte et une humiliation si épaisse qu'elles ne peuvent se dissoudre. La main qui tient le pain tremble de façon incontrôlable. Dans un léger bruit sourd, le pain tombe au sol. On dirait que toute sa force l'a quitté. Elle se flétrit complètement, la tête baissée comme si elle voulait enfouir son visage dans le sol. Quel ennui! Je m'approche, me penche, ramasse le sac de pain et le jette dans mon chariot. Puis je balaie tous les biscuits et les bonbons de l'étagère suivante dans le chariot aussi. Rapidement,
Mon chariot devient une petite montagne. Je pousse le chariot jusqu'à elle. Elle regarde toujours vers le bas, tout son corps tendu comme si elle attendait un verdict. Je pousse du bout du pied ses chaussures en toile délavée. Mon ton est plat. Pas d'argent pour manger. Son corps tremble. Puis elle hoche à peine la tête. Une seconde plus tard, comme si elle se rappelait quelque chose, elle secoue la tête vigoureusement. Je commence à m'impatienter un peu. Tu me fais du mime, là, à hocher et secouer la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Parle. Mon ton devient plus sec. Elle sursaute, puis soudain, lève les yeux vers moi. Ses yeux sont rouges, pleins de larmes. Elle ouvre la bouche. Quelques syllabes indistinctes sortent de sa gorge. Ses mains s'agitent, essayant de faire un geste. Je me fige. À cet instant, une pensée me traverse l'esprit, muette. En voyant son visage paniqué, impuissant, mon impatience s'éteint instantanément. À cet instant, je me sens comme un parfait abruti. Le genre d'abruti pour lequel on se giflerait en y repensant à minuit. Je ne dis plus rien. Je me tourne, prends un autre chariot et le remplis de nourriture qui se conserve bien. Puis je pousse les deux chariots et lui fais signe de me suivre. Elle n'a pas encore vraiment compris ce qui se passe. Je n'ai pas le courage d'expliquer. Je lui attrape simplement le poignet et la tire vers la caisse. Après avoir payé, je porte tous les sacs moi-même. Elle me suit comme une petite queue, serrant contre elle quelques-uns des sachets de snacks les plus légers. Après avoir tout entassé dans ma voiture de sport, je lui dis de monter. Elle hésite un instant, puis ouvre la portière passager et s'installe. Je lui demande son adresse. Elle prend mon téléphone, ses petits doigts tapotant l'écran un moment avant de finalement épingler un lieu. Un vieux quartier, une zone délabrée où je ne passerai même pas en voiture. Je ne dis rien, je démarre simplement la voiture. Tout le trajet se fait dans un silence troublant. Elle garde la tête baissée, les mains crispées sur les coins de ses vêtements. La voiture serpente à travers des ruelles étroites et délabrées, puis s'arrête enfin devant un immeuble qui semble prêt à s'effondrer. Je coupe le moteur et nous sortons la nourriture ensemble. La cage d'escalier est sombre et humide, imprégnée d'une odeur de moisissure et d'autres choses que je n'arrive pas à identifier. Elle me fait monter 3 étages, ouvre une porte en bois écaillée et une forte odeur de plantes médicinales m'envahit. La pièce est petite, assez petite pour qu'on en fasse le tour d'un seul regard. Aujourd'hui, je vois enfin à quoi ressemblent vraiment 4 murs nus. Sur un lit en bois abîmé repose une vieille femme frêle et squelettique, les yeux fermés, respirant à peine. La jeune fille pose ses affaires et se précipite au chevet de la vieille femme, bordant la couverture avec une aisance habituelle, les yeux pleins d'inquiétude. Je comprends maintenant. Ce n'est pas qu'elle n'a pas d'argent pour la nourriture. Elle n'a pas d'argent pour soigner sa famille. Elle a probablement volé le pain parce qu'elle était au bord de la faim et ne voulait pas toucher à l'argent mis de côté pour le traitement de sa grand-mère. Encore une de ces histoires tristes. Je ne supporte vraiment pas ce genre de choses. La jeune fille, ayant installé son aïeul, vient vers moi, me salue et prend un cahier usé sur la table pour y écrire. Une écriture soignée apparaît. Merci. Combien ça coûtait? Je vous rembourserai un jour. Je regarde les mots, presque amusé. Me rembourser? Avec quoi? Voler une autre fois? Je ne dis rien. Je sors simplement mon téléphone et j'appelle mon assistant personnel, parlant brièvement dans le combiné. Walter, réserve-moi une chambre privée, très importante, à l'hôpital du centre-ville. Fais venir une ambulance à l'immeuble du West Side dans 15 minutes. Je t'enverrai l'adresse. Mets ça sur mon compte. Le tout prend moins de temps. La jeune fille est complètement stupéfaite. Elle me fixe, la bouche ouverte, oubliant même d'écrire. Je comprends. Ce qui lui prendrait toute une vie à imaginer, je le règle d'un simple coup de fil. Je pousse le sac à ses pieds du bout du pied. Qu'est-ce que tu fais là? Prépare tes affaires. On va à l'hôpital. Elle sort de sa torpeur et commence aussitôt à s'agiter. Il n'y a pas grand-chose à emporter, juste quelques vêtements délavés, une tasse émaillée et bréchée. L'ambulance arrive rapidement. Des ambulanciers professionnels soulèvent avec précaution la vieille femme sur une civière. Pendant tout ce temps, la jeune fille s'agrippe au coin de ma veste, comme si elle craignait que je disparaisse soudainement. Je me sens un peu gêné, mais je ne la repousse pas. À l'hôpital, tout est organisé. Chambre privée, soins constants, des spécialistes s'activent. Dehors, j'observe l'équipe médicale et la jeune fille, entre peur et gratitude. Le poids de la mort de Dorian s'allège enfin. L'argent peut vraiment acheter une bonne humeur. À ce moment-là, le coin de ma veste est de nouveau tiré doucement. Elle me tend ce carnet abîmé devant moi. Il est écrit « Comment vous remercier ?» Appuyée au cadre de la porte, je la regarde. Je n'ai pas demandé de merci. Elle panique. Son écriture devient brouillonne. Non, je ne peux pas accepter votre argent sans rien faire. Vous êtes une bonne personne. Quand je vois les mots « bonne personne », le sourire au coin de mes lèvres s'élargit. De nos jours, même quelqu'un comme moi est considéré comme une bonne personne. L'argent est vraiment une chose merveilleuse. Je coupe court à ces gestes. Je ne suis pas quelqu'un de bien. Je déteste les ennuis, et me parler ici m'en cause. Compris? Elle semble déconcertée par ma logique tordue, me fixant sans savoir quoi répondre. La voyant ainsi, je pousse un soupir, m'approche d'elle et, sans plus de détour, prends le carnet et le stylo de sa main. J'écris rapidement. Considère ça comme une assurance que j'achète à l'avance. Travaille bien, entre dans une bonne université. Si un jour je me retrouve à mendier dans la rue, souviens-toi simplement de me donner un bol de riz. Ça suffira. Je termine d'écrire et je lui rends le carnet. Elle fixe les mots pendant très, très longtemps, puis lève la tête.
Ses yeux, purs comme l'eau d'une source de montagne, finissent par déborder. Elle ne pleure pas à voix haute. Elle laisse simplement couler ses larmes en silence, une à une, tombant sur le cahier usé. Je détourne le regard, un peu mal à l'aise. Arrête de pleurer. Ta grand-mère a besoin de toi. Pourquoi pleurer? Puis j'ajoute, dans quelle école vas-tu? Walter paiera aussi tes études. Il t'enverra 5 000 par mois jusqu'à ton premier emploi. Ne refuse pas. C'est ta prime d'assurance. Ceci dit, je ne supporte plus d'émotions. Je briefe le médecin, puis je m'en vais. Sur la route, tout me semble soudain absurde. Moi, le deuxième jeune maître de la famille Ashford, est-ce que je pourrais vraiment tomber si bas? Aucune chance, d'accord? Je dépense juste de l'argent pour me faire un peu de bon karma. Après tout, les gens autour de moi sont tous plus impitoyables les uns que les autres. Je ferais mieux d'accumuler du karma si je veux vivre dans le luxe toute ma vie. Cependant, j'ai été ruiné seulement 5 ans plus tard. Mon frère aîné, Julian, si raffiné, prétentieux et élitiste, a en fait trompé sa femme avec plusieurs femmes après son mariage. Quand la nouvelle est tombée, je prenais un bain de soleil sur une île privée. J'ai failli éclater de rire en recevant l'appel. C'était dans mes attentes. Au fond, mon frère est un lâche indécis qui adore jouer le rôle de l'amant dévoué. Je n'ai même pas pris la peine de rentrer pour assister au cirque. Les mariages de l'élite se ressemblent tous, jusqu'à ce que mes cartes soient bloquées et que mes biens et mes fonds changent de propriétaire du jour au lendemain. J'ai alors compris, trop tard, que quelque chose n'allait pas. À mon retour de l'île, tout était déjà terminé. Le groupe Ashford avait été rebaptisé sous le nom Sinclair. Mon père avait été inculpé pour de multiples délits économiques, avec des preuves irréfutables. Pour le reste de sa vie, il dormirait en gros sur un lit de prison. Mon frère Julian a été mis à la porte sans rien. Et moi, un bon à rien qui voulait juste se la couler douce, même moi je n'ai pas été épargné. Toutes mes économies personnelles, soigneusement mises de côté pendant plus de 20 ans, ont disparu. Je me tiens devant la porte de mon propre penthouse, fixant du regard les 2 gardes du corps impassibles en costume noir qui me bardent le passage, la tête qui bourdonne. Attends, Vivian. Si tu veux te venger, très bien. Éliminer mon frère abruti. Cela ne me pose aucun problème. Envoyer mon père en prison, démanteler Ashford, ça signifie quoi? En y repensant, je me remets en colère. Est-ce une vengeance d'héroïne où je ne suis qu'une victime secondaire? Soudain, la porte s'ouvre. Viviane est assise sur mon canapé préféré, faisant élégamment tournoyer un verre de vin. 5 ans plus tard, elle est encore plus belle et froide. Cette aura dominante de quelqu'un qui contrôle tout rend la respiration difficile. Elle me voit, pose son verre et m'adresse un sourire doux. « Théo, tu es de retour. » Je ne dis rien, je la fixe simplement du regard. Elle se lève et s'avance vers moi, pas à pas. Elle tend la main pour toucher mon visage. « Ne me regarde pas comme ça. Je n'ai pas voulu ça non plus. » Je détourne la tête. Elle retire sa main et parle lentement. « Ton frère était trop stupide. Je lui ai donné une chance. Il ne l'a tout simplement pas apprécié. » Viviane secoue la tête. Son expression devient un peu joueuse. « Donc, c'est ta raison d'avoir anéanti toute ma famille ?» Elle s'arrête, d'un ton séducteur. « Mais tout a changé. Il m'a trahi en premier. Ma vengeance est légitime. Je n'ai plus besoin de mari. » Sur ces mots, elle s'avance d'un pas, dégageant une forte aura prédatrice. « Théo, ça t'intéresserait de rester et de me tenir compagnie? Je peux prendre soin de toi comme avant. » Je manque de rire, jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. J'essuie le coin de mon œil et regarde le visage parfait de Viviane. En entendant ça, je me demande presque si ce n'est pas toi qui as envoyé Dorian personnellement. Son sourire se fige enfin, juste un instant, mais je le remarque. La dernière once d'espoir en moi disparaît. Comme je le pensais, cette femme a été une folle du début à la fin, prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut. J'efface mon sourire, la regarde sans expression et lève lentement mon majeur. La dernière trace de sourire quitte son visage, remplacée par une indifférence glaciale. Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. Elle fait un geste de la main, sans plus me regarder. Les 2 gardes du corps s'avancent aussitôt, un de chaque côté, me soulevant comme un poulet. On me pousse brutalement hors de chez moi. Debout dans le couloir vide, je ne peux m'empêcher de ricaner. Si j'avais cru ces bêtises et que j'étais resté, une fois lassé de moi, je serais déjà mort sans le savoir. Je sais que je ne peux pas la surpasser. Même mon père s'est fait piéger par elle. Quelqu'un comme moi, qui ne pense qu'à s'amuser, comment pourrais-je me mesurer à elle? Il vaut mieux rester loin de cette folle. Être en vie, c'est ce qui compte le plus. Je sors mon téléphone, fais défiler mes contacts et trouve les amis qui m'appelaient frérot à tout bout de champ. Je compose le numéro du premier. « Hé, Zane, c'est Théo. » 3 secondes de silence à l'autre bout, puis prudemment. « Qui? Désolé, mauvais numéro. » L'appel est coupé. Je reste figé un instant, puis je souris amèrement à moi-même. Je compose le numéro du deuxième. Même résultat. 3e, 4e. Soit c'est un mauvais numéro, soit personne ne répond. Je m'appuie contre le mur froid, supprimant un à un ces soi-disant amis. À la fin, il ne reste plus que quelques numéros de famille esselés à l'écran. Je vends tout ce que j'ai de valeur, et au total, cela ne fait même pas 100 000. Autrefois, cela n'aurait même pas suffi à payer une nuit de bar. Aujourd'hui, c'est tout ce qu'il me reste. J'erre dans les rues sans but, et d'une manière ou d'une autre, je me retrouve au pied de mon propre immeuble. Je ne peux m'empêcher de rire amèrement. Si tout échoue, j'irai simplement chercher un travail à la chaîne.
Peu d'exigences, nourriture et logement inclus. De toute façon, j'ai déjà bien profité de 2 décennies de vie aisée. La tête baissée, marchant en réfléchissant, je me heurte soudain à une étreinte douce. Une odeur de propre me parvient. Je m'excuse par réflexe, mais en levant les yeux, je croise un regard limpide. C'est une jolie femme au visage familier qui semble me connaître, ses yeux brillants de joie en me reconnaissant. Elle s'apprête à parler, puis se ravise, sort son téléphone et tape un message. L'écran affiche « Monsieur Ashford, vous souvenez-vous encore de moi ?» En voyant les mots « Monsieur Ashford », je me rends compte que peu de gens m'appellent ainsi de nos jours. J'examine attentivement son visage. Des fragments de souvenirs commencent lentement à s'assembler. Soudain, tout s'éclaire, et je suis un peu surpris. Il y a 5 ans, cette fille tremblante dans le supermarché, celle qui s'occupait de sa grand-mère dans cette petite chambre délabrée. « C'est toi ?» Ses yeux s'illuminent instantanément. Elle hoche vigoureusement la tête, une joie presque débordante dans son regard limpide. Je suis encore plus confus. Comment es-tu ici? Elle tape de nouveau rapidement, me tendant le téléphone. L'écran affiche. J'ai vu les informations sur la famille Ashford. J'étais tellement inquiète pour toi. Je me suis dit que tu pourrais revenir ici pour vérifier. Alors j'attends ici depuis hier. Quelque chose cogne violemment dans ma poitrine. En d'autres termes, depuis 24 heures que j'ai été mis à la porte, elle est restée au pied de cet immeuble où je ne peux plus entrer, de la manière la plus maladroite qui soit, s'accrochant à un espoir incertain. Une vague d'émotions absurdes et complexes monte en moi. Alors que mes soi-disant amis étaient occupés à prendre leur distance avec moi, une fille que j'avais presque oubliée a monté la garde pour moi ici, pendant toute une journée et une nuit. Je tire sur le coin de ma bouche, cherchant à dire quelque chose. Elle semble percevoir mon malaise. L'écran affiche « Tu n'as nulle part où aller ». Je reste silencieux, ce qui revient à dire oui. Elle range son téléphone, puis fait quelque chose à quoi je ne m'attendais pas du tout. Elle tend la main et tire doucement sur la manche de mon sweat à capuche. Sa prise est légère. Je pourrais facilement me dégager, mais cette fine traction suppliante sur ma manche ressemble à une chaîne invisible. Je ne peux pas bouger. Elle se tourne et m'entraîne vers le coin de la rue. Étrangement, je ne résiste pas. Je la suis simplement. Nous arrivons devant une petite boulangerie baignée d'une lumière chaleureuse. L'enseigne indique « Boulangerie Glimmer ». La porte est fermée, mais les lumières de la vitrine sont encore allumées. Elle déverrouille la porte, puis se retourne et me fait signe du regard d'entrée. La boutique est petite mais impeccable. L'air est empli du parfum du beurre et du blé. Elle sort un dossier soigneusement plastifié de sous le comptoir et en extrait une feuille de papier jaunie qu'elle pousse vers moi. C'est cette clause d'assurance que j'avais griffonnée il y a 5 ans. Si jamais je me retrouve à la rue, à mendier, souviens-toi simplement de me donner un bol de nourriture. Elle pointe les mots, puis moi, puis elle-même dans la boutique. Ses yeux sont sérieux, comme si elle accomplissait un contrat sacré. Enfin, elle se tourne et prend un croissant encore chaud dans le four qu'elle me tend. Pas de pitié, pas de compassion, juste un simple fait. C'est maintenant mon tour. Je prends le pain et y mords à pleines dents. Le goût n'a rien à voir avec la grande cuisine que je mangeais autrefois, mais il apporte une certaine paix. Vous embauchez? Elle se fige un instant, puis un sourire éclatant illumine son visage. Elle hoche vigoureusement la tête. Ce jour-là, la première moitié confuse de ma vie a pris fin. La seconde moitié est étroitement liée à cette petite boutique appelée Glimmer, et ma patronne est quelqu'un que je pensais ne jamais recroiser, une fille silencieuse et muette. Elle s'appelle Élise. Grâce à nos économies, une fois diplômée, elle a ouvert cette boulangerie. Sa petite boutique prospère. Les voisins semblent veiller sur elle, venant toujours acheter du pain et discuter un moment. Pas facile pour une fille seule. Elle a de l'aide maintenant, c'est rassurant. Je porte un tablier à motif d'ours emballant du pain frais. En écoutant ça, je ne ressens rien. Du soulagement? Je suis un type inutile qui ne sait même pas distinguer le blé du riz. D'où tire-t-il que j'ai l'air rassurant? Pourtant, mon arrivée a allégé sa charge. Au moins, les travaux pénibles comme mélanger la farine et soulever les sacs de sucre ne reviennent plus à une petite fibre qui serre les dents et s'acharne. Quand la boutique ferme le soir, nous remontons à l'étage vers ce minuscule chez nous. Si on pouvait décrire son ancien logement comme 4 murs nus, celui-ci pourrait à peine compter comme un seul mur nu. Une table à manger, 2 chaises, un canapé et une petite pièce séparée du balcon. C'est ma chambre. Elle est plus petite que la salle de bain de mon ancienne villa, mais j'y dors mieux que toutes les nuits des 20 dernières années. Pas de manigance, pas d'hypocrisie. L'air ne porte que le léger parfum de blé qui monte d'en bas. Je commence à apprendre à être une personne normale, à balayer sans soulever de la poussière partout et à utiliser une cocotte minute sans faire exploser la cuisine. La plupart du temps, le résultat est catastrophique. Je confonds le sel avec le sucre et je prépare une marmite de soupe de haricots rouges affreusement salée. Elle y goûte. Son petit visage se crispe, mais elle ne recrache pas. Elle boit simplement un grand verre d'eau en silence, puis prend le stylo et écrit dans le carnet. Le goût est très original. Peut-être un peu moins de sucre la prochaine fois. En voyant son expression sérieuse, je suis à la fois agacé et amusé. J'arrache le bol et le jette à la poubelle. À partir de ce jour-là, je commence à apprendre la langue des signes. J'achète une pile de manuels et chaque soir, après qu'elle s'est endormie dans ma minuscule chambre séparée, je m'entraîne encore et encore devant l'écran du téléphone. Des salutations et remerciements les plus simples jusqu'à
Tu as bien travaillé aujourd'hui. Bonne nuit. La première fois que j'utilise des gestes maladroits pour lui dire bonjour, elle se fige. Puis, dans ses yeux habituellement calmes, on dirait qu'une étoile vient d'y tomber, les rendant incroyablement brillants. Elle lève aussi la main et répond avec un sérieux absolu. À cet instant, j'ai l'impression que rien de ce que j'ai fait depuis 20 ans n'a eu autant de valeur. Tout s'améliore peu à peu. D'ignorante en cuisine, je deviens un apprenti pâtissier, maîtrisant la crème et la décoration. La boutique prospère toujours. Nous reprenons même le local d'à côté, agrandissant la devanture. Mon compte en banque commence à redevenir bien garni. Ce n'est pas énorme, mais suffisant pour que je puisse déménager et louer un appartement. Plusieurs fois, j'ai voulu en parler à Élise, mais les mots meurent sur le bout de ma langue. Où irais-je vivre? Qu'est-ce que je mangerais? Ce n'est pas drôle d'être seule, et ce n'est pas facile pour elle non plus, une jeune fille toute seule. Je peux bien donner un coup de main, non? Je me trouve plusieurs excuses, puis, sans culpabilité, je continue de profiter de cet endroit. Élise n'en parle jamais non plus. Elle semble avoir accepté ma présence comme une évidence. Je ne crois pas à l'amour. Mon père, mon frère, ce sont les exemples parfaits à ne pas suivre. Mais le calme que je ressens avec Élise, j'en suis accro. Je secoue la tête, essayant de chasser ces pensées confuses de mon esprit. Il est presque midi. Il est temps de lui préparer le déjeuner. J'enlève mon tablier, sur le point de monter à l'étage, quand une silhouette familière pousse la porte et entre. Elle porte un tailleur impeccablement coupé, un maquillage soigné, les cheveux parfaitement relevés, dégageant l'aura d'élite d'une femme accomplie. C'est Brielle. 5 ans plus tard, la timidité et le malaise issus de son ancienne pauvreté ont complètement disparu. Elle n'est plus la beauté du lycée en uniforme délavé qui m'a autrefois supplié. La version d'elle aujourd'hui est raffinée, soignée. Derrière elle se tient un jeune homme, au début de la vingtaine, en costume-cravate, qui ressemble à un tout jeune diplômé. La façon dont il me regarde est pleine d'hostilité à peine voilée, sans doute son assistant personnel. Le regard de Brielle s'attarde un instant sur mon tablier à petit ours. Son front se plisse imperceptiblement, puis se détend rapidement pour laisser place à ce sourire poli. Théo, ça fait longtemps. Je hoche la tête, considérant cela comme une salutation. Mes mains ne cessent pas de défaire le tablier. Elle semble vouloir demander quelque chose, puis se ravise. Finalement, elle sort un chèque de son sac et me le tend. Il y a 1 million. Je sais qu'il nous reste encore quelques années avant la date limite des 10 ans, mais je peux me le permettre maintenant, alors je voulais te rembourser en avance. Je jette un coup d'œil au montant sur le chèque, le prends et le glisse dans ma poche. Merci. C'est ce que je mérite, même si je n'ai jamais vraiment pensé le récupérer un jour. Son assistant, qui m'observe mettre l'argent dans ma poche aussi facilement, a encore plus de mépris dans le regard. Brielle reprend rapidement une expression neutre, son regard balayant notre minuscule boulangerie avant de s'arrêter sur mon visage. Ce regard, je le connais trop bien. Une pitié hautaine. Théo, j'ai entendu parler de ce qui est arrivé à ta famille. Si tu n'as pas d'endroit convenable où aller en ce moment, tu peux venir travailler dans mon entreprise. Celle que mon mari et moi avons créée n'en est qu'à ses débuts, et nous avons vraiment besoin de monde. En voyant sa compassion délibérément théâtrale, j'ai l'estomac qui se noue. À l'époque, ce deep deal était mon investissement. Maintenant, elle rembourse sa dette. Aucune de nous deux ne doit rien à l'autre. Et pourtant, elle joue la comédie. Elle veut transformer son ancienne créancière en quelqu'un à qui elle fait la charité. Je regarde l'assistant masculin à ses côtés, dont l'expression s'assombrit de plus en plus, et soudain je comprends. Elle savoure l'euphorie de sauver quelqu'un, tout comme à l'époque où je prenais plaisir à son humiliation. Maintenant, c'est elle qui se réjouit de ma chute, sauf qu'elle est bien plus hypocrite que moi, enveloppée dans une façade chaleureuse et tendre. Je refuse froidement. Pas la peine. Je me débrouille très bien ici. Le sourire de Riel se fige un instant. Théo, ne sois pas têtu. Je sais quel genre de vie tu menais avant. Je la coupe, déjà agacée dans ma voix. J'ai dit que ce n'était pas la peine. Elle finit par arrêter d'insister. Une ombre de mécontentement traverse ce joli visage. Très bien. Si c'est ta décision, je n'insisterai pas. Au moment où elle se tourne pour partir, l'assistant masculin derrière elle s'avance et tend doucement la main pour soutenir son bras. Riel tourne naturellement la tête et lui adresse un sourire que seuls eux deux peuvent comprendre. À cet instant, je prends mon téléphone d'un geste désinvolte et prends discrètement une photo d'eux. L'angle est parfait. Sur la photo, la main de l'assistant est pratiquement posée sur sa taille et le sourire sur son visage. Personne ne penserait qu'il s'agit simplement d'une expression adressée à un subordonné ordinaire. Je leur fais un signe avec mon téléphone. Prenez soin de vous. Je ne vous raccompagne pas. Ensuite, je passe 2 minutes et demie à chercher l'adresse email publique de son mari en ligne et j'envoie la photo anonymement. Une fois que c'est fait, je supprime la photo et l'historique d'envoi. Je me sens beaucoup mieux. Après un déjeuner tranquille avec Élise, mon esprit commence peu à peu à se calmer. Je m'appuie contre le comptoir, réfléchissant à ce que je vais faire de ce million. Le chiffre est si net qu'il en est presque éblouissant. Depuis combien de temps n'ai-je pas vu une telle somme d'argent? Au moins, notre vie n'aura enfin plus besoin d'être aussi serrée. En plus, je peux maintenant acheter le nouvel équipement qu'Élise voulait depuis toujours. Plus j'y pense, plus je suis heureux. Je n'ai jamais trouvé qu'un million pouvait être aussi utile. À ce moment-là, la sonnette de la porte retentit, et une voix claire, volontairement délicate, interrompt mes pensées. Théo, je me retourne, et c'est Céline. Tiens, pas mal de visages familiers qui passent aujourd'hui.
Si je me souviens bien, Marcus, son pauvre mari, est mort il y a moins de 2 ans. Je peux faire quelque chose pour toi? Je m'appuie contre le comptoir, sans expression particulière. Elle se mord la lèvre, les yeux brillants. Ce regard qui veut parler mais n'ose pas me pousse à demander de nouveau. La voix de Céline porte une pointe de reproche. Je voulais te voir. Mademoiselle Sinclair, quelle scène jouez-vous cette fois? Je manque d'éclater de rire. Ses yeux deviennent rouges, comme si elle avait subi une injustice énorme. Théo, je sais que j'ai été stupide avant. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai toujours cru que je voulais un amour grand et passionné, mais maintenant je comprends enfin que ce que je veux vraiment, c'est simplement un foyer stable. Son ton est sincère, son regard plein d'émotion. Elle relève la tête, ses yeux humides fixés droit sur moi, débordant de désir et de souvenirs. Théo, recommençons à zéro. Je sais ce que tu traverses. Ma sœur est vraiment allée trop loin, mais ce n'est pas grave. Je peux prendre soin de toi. Son ton est empreint de pitié et de condescendance. Oh oh, tu joues encore la fille repentie. Mais soyons clairs, quand est-ce qu'il y a jamais eu quelque chose entre nous? Je me retiens à peine de lever les yeux au ciel. Mes pensées me ramènent quelques années en arrière, à son mariage grandiose et émouvant avec cet ancien étudiant pauvre nommé Marcus. Au mariage, elle a pleuré en disant que Marcus était la lumière de sa vie, le bonheur auquel elle s'accrocherait quoi qu'il arrive. J'étais debout dans l'assistance à l'époque, regardant ce pauvre Marcus complètement submergé par l'émotion. Je n'avais qu'une seule pensée en tête. Il est fichu. 2 ans après le mariage, Céline s'ennuyait déjà. La passion passée et la routine installée, elle s'en est lassée. Puis un beau parleur est apparu, comme par hasard, au bon moment. Heureusement pour ce pauvre Marcus, il n'était pas complètement une mauviette. Il avait des preuves contre Céline et voulait se battre pour lui-même. Puis il a fini par mourir. Il n'y a aucune chance que le monde distribue des coïncidences comme celle-là. C'était presque certainement l'œuvre de mon ancienne belle-sœur en devenir, Vivienne. Revenant à mes pensées, je regarde Céline, toujours en train de jouer sa scène de femme dévouée. Les coins de ma bouche se relèvent de plus en plus. Céline, tu penses que tous les hommes sont des idiots? Son expression se fige. Les funérailles de ton mari étaient grandioses, dis-je. J'ai vu les infos. Tu pleurais à fendre le cœur. Dommage que cette nuit-là, devant l'autel, j'ai vu ton sosie, bras dessus, bras dessous avec un bel homme, monter ensemble. Le visage de Céline se vide de toute couleur en un instant. Ah oui, ce bel homme n'en a pas profité longtemps non plus. Il s'est jeté d'un immeuble, non? Céline, tu n'es pas fatiguée? Je m'avance et plonge mon regard droit dans ses yeux tremblants. Porter un masque, jouer la comédie chaque jour. Ça ne te dégoûte pas. Reculant pas à pas sous ma pression, elle finit par heurter le chambranle de la porte, tout son corps tremblant comme une feuille au vent d'automne. Tu dis n'importe quoi, réplique-t-elle avec véhémence en apparence, mais au fond, elle est vide. Sa voix est aussi fine qu'un souffle de vent passant par une fissure. Je n'ai pas envie de continuer à parler. Je ne crains pas qu'elle riposte. Une femme aussi obsédée par son rôle de sainte ne se permettrait jamais de perdre son sang-froid et de se laisser aller à la honte. Son image compte plus pour elle que sa propre vie. Elle a porté ce masque si longtemps qu'il est collé à son visage et ne peut plus s'en détacher. Sors d'ici. Comme si on lui avait accordé une grâce, elle sort en titubant, le dos en vrac. La boutique retrouve enfin son calme. Je laisse échapper un long soupir, comme si j'avais expiré 5 ans de malchance accumulée. Des pas légers descendent l'escalier. Élise descend en tenant un bol de dessert tout juste préparé. Elle s'approche de moi et me tend le bol, ses yeux cherchant à comprendre ce qui s'est passé. Je secoue la tête pour dire que ce n'est rien. Élise signe, le visage inquiet. « Mais tu as l'air triste !» Je plonge mon regard dans ses yeux limpides et je souris, sans poser le bol. Puis j'utilise une langue des signes un peu maladroite. Je vais bien, elle comprend. Un doux sourire éclot sur son visage. La lumière du soleil inonde la pièce par la fenêtre, nous enveloppant de sa chaleur. Après ce jour-là, j'arrête de prêter attention à ce cercle de personnes et je coupe tout contact avec eux. Maintenant, je veux juste bien vivre avec Élise, gérer cette petite boutique, mener une vie tranquille. Chaque matin, à 5 heures, je me lève une demi-heure avant elle. Je descends d'abord pour lancer la première levée du pain. Quand elle descend, encore les yeux ensommeillés, la cuisine est déjà remplie de l'odeur du blé et l'eau chaude est prête. Elle me signe toujours bonjour en premier, puis attache son tablier avec aisance et commence à préparer les desserts du jour. Nous parlons rarement, mais notre rythme s'améliore sans cesse. Parfois, quand ça devient animé, elle est tellement débordée qu'elle se met à transpirer. Je lui tends un verre d'eau glacée. Quand elle prend le verre, ses doigts effleurent parfois le dos de ma main, frais et doux. Je commence à remarquer toutes ces petites habitudes. Elle n'essaie plus prudemment de deviner ce que je pense. Elle essaie prudemment de deviner à quoi je pense. La vie est pleine. Pendant la journée, nous tenons la boutique ensemble. Le soir, elle m'apprend des desserts plus complexes. Parfois, nous passons toute une soirée sans faire une seule pâtisserie, juste à parler complètement. Ce genre de compréhension me fait me sentir en sécurité. Je commence à envisager sérieusement une chose. Je veux l'épouser. Je ne crois pas en l'amour, mais je commence à croire que certaines personnes sont tout simplement faites pour être ensemble. Je veux simplement continuer comme ça avec elle pour toujours. 3 mois plus tard, je l'ai demandée en mariage. C'était le jour de son anniversaire. J'ai prévu une surprise en boutique. Quand elle est descendue ce soir-là, toute la boutique était éclairée par des bougies. Stoppée au bas d'escalier, médusée, main sur la bouche.
Je l'ai approché, j'ai posé un genou à terre et sorti une bague en diamant. Élise, je ne sais pas dire de belles paroles. Je ne crois pas aux serments faits à la mer et aux montagnes, mais je veux tenir cette boutique avec toi jusqu'à ce qu'aucun de nous deux ne puisse plus marcher. Tu veux bien? Elle pleure, ses larmes tombant comme un collier de perles brisées, une goutte après l'autre. Elle hoche vigoureusement la tête, puis tend la main pour que je lui passe la bague au doigt. La bague est un peu grande. Sa main est trop fine, mais elle serre le poing fort, refusant de la laisser tomber. Je la serre dans mes bras, respirant le léger parfum de ses cheveux. À cet instant, j'ai soudain l'impression que mes 20 et quelques années passées n'étaient qu'une préparation à cette rencontre avec elle. Notre mariage est simple, sans grande envergure, juste les voisins et quelques camarades de classe et amis avec qui je suis encore en bons termes. Je ne cherche pas à en mettre plein la vue, je veux juste offrir à Élise un vrai mariage. La veille du mariage, je vais chez le coiffeur pour me faire une beauté et j'achète un costume convenable. Nous avons choisi sa robe de mariée ensemble. Quand Élise l'essaie, elle rayonne de tout son être. Je me tiens devant la cabine d'essayage, la regardant dans le miroir, et tout à coup, cela me semble irréel. Cette fille, belle comme un ange, va vraiment m'épouser. Le jour du mariage se déroule sans accroc. Grand-mère va beaucoup mieux maintenant, et vient à notre mariage en fauteuil roulant. Elle me prend la main et dit d'une voix faible, « Merci de prendre soin de notre Élise. » Je me sens un peu gêné. C'est elle qui s'occupe de moi. Quand vient le moment d'échanger les alliances, la main d'Élise tremble. Je lui prends la main et lui murmure à l'oreille, « Ne sois pas nerveuse, ce n'est qu'une formalité. » Elle éclate de rire, et la nervosité disparaît instantanément. « Théo, voulez-vous prendre Élise pour épouse, pour le meilleur et pour le pire, dans la santé et la maladie, pour l'aimer et la protéger? » Oui. « Élise, voulez-vous prendre Théo pour époux, pour le meilleur et pour le pire, dans la santé et la maladie, pour l'aimer et le respecter? » Élise ne peut parler, mais hoche la tête et signe, « Oui, je le veux. » L'officiant reste figé un instant, ne sachant pas quoi faire. Je souris, traduisant pour elle. Elle dit « Je le veux ». La foule applaudit. Au moment du baiser, elle devient timide, le visage empourpré. J'effleure ses lèvres avec précaution, puis je lui murmure à l'oreille « Madame Ashford, prends soin de moi désormais. » Elle rit aux éclats dans mes bras. Les camarades de classe viennent les uns après les autres porter des toasts et féliciter. Un ancien colocataire avec qui j'étais proche dit « Théo, tu as changé. Avant, on aurait dit que rien ne t'importait. Maintenant, tu ressembles à une personne normale. » Je jette un coup d'œil à Élise, qui discute avec grand-mère, et je souris. Peut-être parce que maintenant j'ai quelqu'un qui en vaut la peine. Après le mariage, nous remontons à l'étage, dans notre petit chez nous. Tout est comme avant, simplement avec des fleurs et des cadeaux supplémentaires du mariage. Élise enlève sa robe de mariée, enfile ses vêtements de tous les jours et commence à me préparer un encas nocturne dans la cuisine. Je reste dans l'embrasure de la porte, la regardant s'affairer, et je me sens soudain comblé. C'est la vie que je voulais. 2 personnes qui vivent simplement. Elle s'approche en portant la nourriture, me voit perdu dans mes pensées et agite une main devant mon visage. « À quoi tu penses ?» Je pense à toi. Son visage rougit de nouveau. Elle me donne une petite tape taquine. Puis elle écrit dans le carnet « Théo, nous sommes mariés maintenant. Tu le regrettes ?» Je secoue la tête. « Aucun regret. Et toi ?»« Aucun regret non plus. Ça me paraît juste un peu irréel, comme un rêve. » Je tends la main et lui pince la joue. Ça fait mal. Elle se couvre le visage et me lance un regard noir, puis écrit dans le carnet « Ce n'est pas un rêve, et je t'aime. » Quand Élise écrit ces mots, ses doigts tremblent légèrement. Sous la lumière jaune et chaude, ses cils ressemblent à des ailes de papillon alourdies par la pluie. Je fixe ces mots, et quelque chose me frappe violemment dans la poitrine. Ce n'est pas le cœur qui s'emballe lors d'une confession d'amour d'adolescent, ni la vanité de jeter de l'argent par les fenêtres, mais une douleur sourde et délicate, enveloppée d'un sentiment de stabilité que je n'ai jamais ressenti auparavant. Je prends le stylo de sa main, referme le carnet et prends un air délibérément sévère. « Madame Ashford, écrire ça si tard, essayez-vous de me tenir éveillée toute la nuit ?» Elle agite rapidement les mains, le visage rougi, et signe maladroitement. « Non, je voulais juste l'écrire. » Je soupire, la serre dans mes bras, mon menton reposant contre le sommet doux de sa tête. Je sais. La personne dans mes bras se calme, son souffle effleurant doucement le côté de mon cou. À cet instant, je ressens soudainement toute la fortune des Ashford, Viviane, Riel, tout cela. Ce que j'ai en ce moment est plus précieux que tout ce que j'ai eu au cours des 20 dernières années réunies. Mais ce qu'on appelle le destin adore te faire trébucher justement quand tu es le plus heureux. La vie après le mariage, c'est comme du pain qui lève dans le four, chaude et pleine. On se lève à 4 heures du matin pour pétrir la pâte. La première fournée de croissants sort à 6 heures, emplissant tout l'endroit de l'odeur du beurre. Élise m'apprend à pocher le glaçage. Mes mains sont maladroites, je finis toujours par étaler la crème n'importe comment. Elle ne se fâche jamais. Elle prend ma main et me corrige petit à petit. L'après-midi, quand il y a peu de clients, elle fait la sieste sur le comptoir, la lumière du soleil filtrant à travers la vitrine et parsemant son visage de petites taches lumineuses. Je me perds souvent à la regarder dormir. Comment peut-elle être si pure? Mais la boue finit par l'atteindre. Un soir de pluie, juste avant la fermeture, des hommes ivres forcent la porte. À leur tête, Bruno, le voyou du quartier. Il a déjà essayé de nous soutirer de l'argent pour la protection, mais je l'ai chassé à coups de balai.
Maintenant, il pue l'alcool, renverse le pot de fleurs à l'entrée et parle d'une voix arrogante. La muette, sors d'ici. Élise est en train de faire les comptes de la journée. Dès qu'elle entend ça, elle me regarde instinctivement. Je la pousse derrière moi et saisis un rouleau à pâtisserie. Vous cherchez des ennuis? Bruno sourit, dévoilant une bouche pleine de dents jaunes. Le jeune maître Ashford se prend vraiment pour quelqu'un maintenant. J'ai entendu dire que tu as épousé une muette. Moi et les gars, on est venus boire un verre pour fêter ça. Ses sbires derrière lui riment bruyamment, les yeux rivés sur Élise, c'est écœurant à voir. Je serre le rouleau à pâtisserie, les jointures blanchies. Sortez d'ici. Eh ben, tu la protèges à ce point? Il s'approche, son haleine alcoolisée me souffle au visage. Tu veux garder cette boutique ouverte ou pas? Soudain, Élise sort de derrière moi, tenant une boîte de biscuits tout juste sortie du four, forçant un sourire, les présentant d'un geste. Elle les offre en cadeau. À cet instant, j'ai l'impression qu'une aiguille me transperce le cœur. Cette idiote croit toujours que la gentillesse peut dissoudre la cruauté. Bruno frappe la boîte d'un revers de main. Les biscuits se répandent sur le sol. Qui mange cette merde? Il essaie d'attraper le poignet d'Élise. Je craque complètement. Je balance le rouleau à pâtisserie droit sur lui. Dans le chaos, je ne sais même pas combien de coups de poing et de pied je reçois. Je me souviens seulement d'avoir protégé Élise, serrée contre moi dans un coin du comptoir. Les sirènes approchent et les voyous s'enfuient. La main tremblante d'Élise touche le sang au coin de ma bouche. De grosses larmes coulent, mais elle ne fait aucun bruit. J'essuie mon visage et force un sourire. Pourquoi tu pleures? Ton homme est toujours en vie. Elle pleure de plus belle, blottie dans mes bras comme une biche effrayée. Cette nuit-là, elle dort en tenant mon bras toute la nuit, sursautant au moindre mouvement. En voyant les cernes sous ses yeux, la rage bouillonne en moi. Et si je ne l'avais pas protégée aujourd'hui? Le lendemain, j'achète une barre d'acier solide au marché d'occasion et je la mets sous le comptoir. Quand Élise la voit, elle secoue vigoureusement la tête. Je tape sur la barre et lui fais signe pour se défendre. Mieux vaut ne jamais en avoir besoin. Elle baisse les yeux et écrit dans le carnet « J'ai peur que tu te fasses mal. J'ai encore plus peur que tu te fasses mal. » Je lui ébouriffe les cheveux. « Élise, tu es tout ce qu'il me reste maintenant. » Elle lève les yeux vers moi, les yeux humides, et finit par hocher doucement la tête. Les jours tranquilles ne durent pas longtemps. Céline réapparaît. Elle ne veut tout simplement pas partir. Cette fois, elle n'entre pas dans la boutique. Elle gare une voiture de sport rouge tape à l'œil au bord du trottoir, des lunettes de soleil couvrant la moitié de son visage, et me fait signe d'un doigt. Je transporte de la farine. Je n'ai pas envie de m'occuper d'elle. Elle sort quand même de la voiture, s'appuie contre la portière et sourit. « Théo, est-ce que ta femme sait comment tu as aidé Brielle ?» Son ton est moqueur. Ma main glisse. Le sac de farine tombe lourdement au sol, soulevant un nuage blanc. Élise entend le bruit et sort en courant, nous regardant d'un air perplexe. Céline enlève ses lunettes de soleil, son regard balayant Élise avec une pitié non dissimulée. Pauvre fille, coincée avec un minable qui ne peut même pas se payer un vrai mariage. Je serre les poings, les veines battantes. « Céline, tais-toi. » « Quoi, tu as peur? Tu n'étais pas comme ça à l'époque. Quand Brielle te suppliait, tu ne profitais pas de cette sensation de charité? Maintenant tu joues les amoureux dévoués? » Élise ne comprend pas les paroles de Céline, mais elle sent la tension dans l'air. Elle tire doucement sur le coin de ma chemise, les yeux pleins d'inquiétude. Je prends une profonde inspiration, refoule ma colère et me tourne vers Élise pour lui signer. « Ça va à l'intérieur d'abord. » Élise hésite, ne bouge pas. Céline lance soudain un enregistrement sur son téléphone. C'est la voix de Brielle, étranglée par les larmes, dans le bosquet il y a des années. Je te donnerai mon cœur, tout ce que j'ai, tant que tu acceptes une chose. Je ne suis pas une œuvre de charité. Le visage d'Élise devient instantanément livide. Elle me regarde, puis regarde Céline. Ses lèvres tremblent, mais aucun son ne sort. Céline range son téléphone, satisfaite. « Petite sœur, tu crois que c'est un homme bien? Aider Brielle, c'était juste pour le plaisir de la voir s'effondrer. T'aider, c'est sûrement juste un caprice aussi. Tu dis n'importe quoi. » Je perds complètement le contrôle et me précipite pour attraper le téléphone. Céline hurle, se précipite dans la voiture, verrouille les portes, et la voiture de sport démarre en trombe, nous laissant, Élise et moi, debout dans un nuage de poussière. Elle baisse les yeux, les épaules légèrement tremblantes. Je veux la toucher, mais elle recule instinctivement d'un pas. Ce simple pas me transperce le cœur. Après la fermeture ce soir-là, l'atmosphère dans le grenier est lourde. Élise me tourne le dos, fait le lit, refuse de me regarder. Je lui saisis les épaules, la forçant à me faire face. « Tu la crois ?» Élise se mord la lèvre, les larmes aux yeux. Elle écrit dans le carnet. Est-ce qu'elle a dit la vérité? Oui, mais aussi non. J'essuie mon visage et je lui raconte, du début à la fin, comment j'ai rejeté Brielle à l'époque, comment nous avons établi le contrat. Élise, j'admets que je ne suis pas une bonne personne, mais avec toi, je n'ai jamais pensé que c'était de la charité. Elle reste silencieuse longtemps, si longtemps que je pense qu'elle ne me parlera plus jamais. Finalement, elle lève les mains et signe lentement. J'ai peur. Peur de quoi? Peur qu'un jour tu te lasses de moi et que tu ne veuilles plus de moi. Ses doigts tremblent. Je n'ai rien, je n'ai que toi. Mon cœur se serre et je la serre fort dans mes bras. Petite idiote, c'est moi qui n'ai que toi. Cette nuit-là, nous dormons enlacés, comme deux animaux blessés léchant mutuellement leurs blessures. Mais les mots de Céline sont comme une épine plantée dans le cœur d'Élise. Elle devient sensible. Si je rentre à la maison avec 10 minutes de retard, elle est agitée. Si une cliente me parle trop longtemps, elle s'éloigne discrètement. Je le remarque, mais je ne sais pas comment arranger les choses. Jusqu'à ce qu'une nuit tardive, je me réveille et trouve la place à côté de moi vide.
Élise est recroquevillée dans un coin du balcon, pleurant silencieusement sous la lumière de la lune. Je m'approche et la serre dans mes bras par derrière. Son corps se raidit, puis se détend, et elle enfouit son visage contre moi. Élise, laisse-moi te raconter une histoire. Je lui parle de mon père et de ma mère, de mon frère et de Viviane, de la pourriture qui se cache sous cette surface polie et glamour. Je n'ai jamais cru aux sentiments. Je pensais que tout n'était que transaction, mais toi, tu es différente. Je lui essuie doucement les larmes. Tu m'as fait ressentir que la vie pouvait encore avoir quelque chose d'humain. Elle relève la tête. Au clair de lune, ses yeux ressemblent à du verre noir trempé dans l'eau. Elle tend la main et suit du doigt mes sourcils, mes yeux, mon nez, s'arrêtant finalement sur mes lèvres. Puis elle se penche et m'embrasse très, très doucement. C'est un baiser pur, sans aucun désir mêlé, comme la première neige tombant dans une paume. Je me fige, puis je l'embrasse en retour. Dans ce baiser, quelque chose fond silencieusement. L'épine que Céline avait plantée est arrachée sans bruit. La vie retrouve son calme, mais le danger rôde toujours dans l'ombre. Un après-midi, une invitée non désirée entre dans la boutique. C'est Viviane. 5 ans plus tard, elle paraît encore plus impérieuse. Son tailleur impeccable détonne complètement dans la petite boulangerie exiguë. Elle n'a pas amené de garde du corps, elle vient seule. Quand son regard se pose sur Élise, il est chargé d'un froid examen. Alors c'est la vie que tu as choisie, cachée dans un endroit pareil, à jouer à la petite famille avec une muette. Je protège Élise derrière moi. Dis ce que tu es venu dire. Elle s'installe d'elle-même sur une chaise et s'assied. Théo, tu es toujours aussi naïf. J'ai récemment découvert quelque chose d'intéressant à propos de ta petite femme et de ses origines. Élise me serre le bras avec force. Viviane ouvre lentement son sac à main, en sort une photo jaunie et la fait glisser vers nous. Sur la photo, il y a un jeune couple. Les traits de l'homme rappellent un peu ceux d'Élise. La femme tient un bébé dans ses bras. Ta grand-mère ne t'a jamais rien dit, n'est-ce pas? Elle regarde Élise, un sourire froid au coin des lèvres. Tes parents ne sont pas morts de maladie. Ils ont eu un accident de voiture, et celui qui les a tués s'appelait Harold Ashford. Théo, c'est ton père. Il conduisait en état d'ivresse. L'air se fige. Ma tête bourdonne. Je peux à peine rester debout. Élise fixe la photo, le visage aussi pâle que du papier. Surpris, Viviane se lève et nous regarde de haut. Théo, ton père a tué ses parents, et maintenant tu joues à les dévouer en l'épousant. Quelle ironie! Tais-toi! Je rugis, mais ma voix tremble violemment. Viviane se penche près de l'oreille d'Élise et murmure. Petite sœur, as-tu jamais deviné qu'il n'était gentil avec toi que par culpabilité? Puis elle se retourne et s'en va, comme si elle n'avait jamais été là. Tout ce qui reste, c'est un silence infernal. Élise ne bouge pas, comme si son âme avait été arrachée. J'essaie de la toucher, mais elle recule brusquement comme électrisée, les yeux vides et étranges. Élise, laisse-moi t'expliquer. Je ne suis pas... Élise me repousse violemment, se précipite à l'étage et claque la porte du grenier, qu'elle verrouille. Je la suis, je frappe à la porte, mais il n'y a aucune réponse à l'intérieur. Après un long moment, un bout de papier glisse sous la porte. Dessus, d'une écriture tremblante, juste quelques mots. Laisse-moi seul. Cette nuit-là, je reste assis devant la porte jusqu'à l'aube. Il n'y a jamais un bruit à l'intérieur, mais je sais qu'elle ne dort pas non plus. Le lendemain, Élise ne descend pas ouvrir la boutique. Je prépare du porridge et le monte. La porte est toujours verrouillée. 3e jour, 4e jour, c'est pareil. Elle s'enferme, refusant de manger et de boire. La bombe que Viviane a laissée derrière elle détruit presque complètement le monde que nous venions de construire. Les jours où Élise s'enferme dans le grenier, je tourne comme une bête en cage, faisant les 100 pas dans la boutique exiguë. Des sacs de farine traînent sur le sol, des biscuits brûlés depuis plusieurs jours sont encore sur le plateau. L'air est saturé d'une odeur aigre de désespoir qui fermente. Combien de fois j'ai envie de monter en courant, de défoncer cette porte fragile. Mais chaque fois que je vois le mot qu'elle fait passer, son écriture de plus en plus brouillonne et tremblante, ma main tendue retombe, inerte. J'ai peur que m'approcher soit la goutte de trop qui la brise. Cette impuissance est pire que d'avoir affronté l'effondrement de ma famille à l'époque. À l'époque, au moins, je pouvais être en colère, jurer, prendre mes affaires et partir. Mais maintenant, je n'ai même plus le droit d'être en colère. Le sang de l'homme responsable coule dans mes veines. Viviane a trouvé ma plus faible défense avec une précision chirurgicale et l'a anéantie d'un seul coup. Tard dans la 5e nuit, un cri étouffé vient du grenier, comme un petit animal qui gémit, suivi du bruit sourd de quelque chose de lourd qui tombe au sol. Mon cœur s'arrête. Je ne peux penser à rien d'autre. J'utilise la clé de secours et je défonce la porte. Élise est effondrée à côté du lit, le visage livide, les lèvres gercées. Près de sa main se trouve une tasse renversée. Elle a dû essayer de boire de l'eau, mais n'a même pas réussi cela. Après des jours sans nourriture ni eau, son corps a atteint ses limites. Je me précipite et la soulève. Elle est légère comme une plume, comme si elle pouvait disparaître à tout instant. Élise, Élise. Je lui tapote le visage, ma voix tremblant de façon incontrôlable. Ses paupières battent, s'ouvrant lentement en une fine fente. Son regard vide se pose sur mon visage, sans vraiment me voir. À cet instant, j'ai vraiment peur qu'elle s'en aille comme ça, que je n'ai même pas la chance de me racheter. Je dévale les escaliers comme un fou. Je fais chauffer du porridge. Je mélange de l'eau tiède. J'entr'ouvre doucement ses lèvres et je lui donne à la cuillère avec précaution.
Elle avale mécaniquement, son regard toujours perdu. Après une demi-assiette, j'apporte de l'eau tiède et je lui essuie doucement le visage émacié ainsi que ses mains et ses pieds froids avec une serviette. Pendant tout ce temps, elle ressemble à une poupée, me laissant faire ce que je veux. Seule une larme occasionnelle glissant du coin de son œil prouve qu'elle est encore en vie. Je l'aborde à nouveau dans le lit et je m'allonge à côté d'elle tout habillée, la serrant fort à travers la couverture. Je n'ose pas dormir, terrifié à l'idée que si je ferme les yeux, elle disparaisse. « Élise !» je murmure à son oreille, la voix rauque et éraillée. « Je sais que tu m'entends. Tu peux me haïr, m'en vouloir, mais tu ne peux pas mourir. Si tu pars, que ferai-je? En 20 ans, j'ai commis des actes ignobles, sans jamais vouloir blesser personne. J'assumerai les péchés de mon père. Si me tuer peut te soulager, fais-le tout de suite. » Je saisis sa main et la presse contre ma propre poitrine. « Ne me punis pas ainsi. Tu te punis aussi. Ta grand-mère t'a élevé avec peine, pas pour finir ainsi. Tu te souviens du croissant offert? C'était si doux amer. Amer par ma détresse, doux par ton geste. Cette boutique, Glimmer, c'est toi qui l'illumine. Si tu pars, la lumière s'éteint et mon monde devient sombre. » Je ne sais pas combien de temps je continue à parler, jusqu'à ce que ma gorge soit sèche et douloureuse. Le corps dans mes bras est toujours froid, mais sa respiration semble un peu plus régulière. Le lendemain matin à l'aube, je m'apprête à me lever pour lui préparer quelque chose à manger, quand une main froide attrape doucement ma manche. Je me retourne brusquement et croise son regard, toujours rouge et gonflé, mais dans ses yeux, il y a une faible lueur de lumière. Elle me regarde, ses lèvres bougent, sans émettre de son, mais la forme dessine le mot « eau ». Je me précipite à moitié en trébuchant pour verser de l'eau, la main tellement tremblante que j'en renverse la moitié. Après l'avoir aidée à boire quelques gorgées, elle se penche contre moi, ferme les yeux, et des larmes coulent à nouveau du coin de ses yeux. Mais cette fois, ce n'est plus le silence mortel du désespoir. C'est une douceur usée, fragile. Elle me laisse m'approcher. Cette prise de conscience me donne presque envie de pleurer de joie. Les jours qui suivent sont une lente et douloureuse reconstruction. Le corps d'Élise se remet peu à peu, mais la blessure intérieure est loin d'être guérie. Elle devient inhabituellement silencieuse, encore plus qu'avant. Elle continue de m'aider à tenir la boutique, mais ses gestes sont lents. Souvent, elle fixe les bols à mélanger d'un air absent. La nuit, elle se réveille encore de cauchemars, trempée de sueur froide. En la tenant dans mes bras, je sens son cœur battre à tout rompre. Elle arrête d'utiliser le carnet pour me parler. Quand elle a parfois besoin d'exprimer quelque chose, ce ne sont que de simples gestes. Je sais que l'épine est toujours plantée au plus profond d'elle. Les paroles de Viviane, telles un venin, rongent chaque parcelle de confiance qu'elle a en ce qui existe entre nous. Elle commence à éviter instinctivement mon contact. Quand je mets de la nourriture dans son assiette, elle marque une pause avant de l'accepter. Quand je veux la serrer dans mes bras la nuit au lit, elle se détourne de moi avec raideur. Cette distance délibérée est plus étouffante que n'importe quelle dispute. Je comprends qu'elle lutte, qu'elle réexamine tout ce qu'il y a entre nous. Mon aide, ma proposition, mon amour, tout cela n'était-il qu'une culpabilité tardive d'un fils payant les dettes de son père? Le tournant survient un après-midi. Une voisine âgée, qui vient souvent chercher du pain complet, nous tend d'une main tremblante une grosse enveloppe, disant que son fils lui a envoyé des biscuits spéciaux de l'étranger, et elle insiste pour nous remercier de veiller sur elle. Élise ne peut pas refuser, et l'accepte. « Ma chère, toi et ton homme êtes de bonnes personnes. De nos jours, il est rare de trouver des gens honnêtes qui tiennent un commerce honnête. Vous devez prendre soin l'un de l'autre. » La voisine âgée tient la main d'Élise, parlant sans s'arrêter. Après son départ, Élise reste derrière le comptoir, tenant cette boîte de biscuits pendant longtemps. La lumière du soleil traverse la fenêtre et éclaire ses cils baissés. Je l'observe de loin, n'osant pas la déranger. Soudain, elle se retourne, vient vers moi, me tend la boîte de biscuits, puis désigne la boîte de vieilleries dans le coin. À l'intérieur, il y a quelques photos de notre mariage et le carnet usé où elle a conservé la clause d'assurance que je lui avais écrite il y a des années. Je reste figé un instant, puis je comprends ce qu'elle veut dire. Je m'approche, sors le carnet du fond de la boîte, enlève la poussière et le lui tend. Elle le prend, tourne jusqu'à la dernière page blanche, attrape un stylo et commence à écrire. Sa main tremble encore un peu, mais l'écriture est lente et assurée. J'ai rêvé de ma mère et de mon père. Ils étaient dans un endroit lumineux. Ils me souriaient. Ils ne semblaient pas t'en vouloir. Tiens, elle s'arrête longuement. L'encre forme une petite tache sur le papier. Puis elle continue d'écrire. Je me disais, si tu étais gentil avec moi seulement par culpabilité, alors pourquoi, quand je volais du pain, il n'y avait que de l'impatience dans tes yeux? Pas de pitié. Tu as juste passé un coup de fil, comme si tu réglais un petit désagrément. Pourquoi es-tu resté figé longtemps? Puis pourquoi tes oreilles sont-elles devenues rouges quand j'ai accepté de t'épouser? Elle lève la tête, me regardant à travers ses larmes, les yeux emplis d'une immense confusion et d'une lueur d'espoir. Elle ne me questionne pas. Elle me demande une réponse qui pourrait l'aider à sortir de ce cauchemar. Je la regarde, le cœur serré comme sous la pression d'une main douce. Je prends le stylo et j'écris sous ces mots, trait après trait. Élise, je ne suis pas une bonne personne. Quand je t'ai aidé, je n'y ai pas tant réfléchi. J'étais peut-être de bonne humeur ce jour-là. Je ne voulais pas d'ennui. En t'épousant, j'ignorais si c'était de l'amour. Je sentais juste qu'être avec toi était apaisant, pas épuisant. Mais maintenant, je sais clairement que je ne supporte pas de te voir pleurer, ni de voir qui que ce soit te faire du mal. Quand tu souffres, j'aimerais pouvoir prendre ta douleur à ta place. Rien de tout cela n'a à voir avec qui est mon père.
Cela a à voir avec le fait que tu sois Élise. Si on doit parler de culpabilité, la seule chose dont je me sens coupable, c'est de ne pas t'avoir rencontré plus tôt, de t'avoir laissé souffrir autant, et de ne pas t'avoir assez protégé, te laissant encore souffrir à cause de moi. Je lui rends le stylo. Elle regarde mes mots, les larmes coulant de plus belle, mais les coins de sa bouche se relèvent légèrement. C'est un sourire plus laid qu'un pleur, mais c'est l'expression la plus belle que j'ai jamais vue. Elle prend le stylo et ajoute 3 mots fermes après les miens. Je te fais confiance. Puis elle repose le stylo et, de son propre chef, tend la main pour saisir doucement mes doigts. Ses doigts sont encore froids, mais cette étreinte ferme dissipe instantanément toutes les ombres dans mon cœur. Cette nuit-là, enfin, elle ne dort pas en me tournant le dos. Elle se blottit dans mes bras comme un oisillon qui a enfin trouvé son nid, respirant calmement et profondément. En écoutant sa respiration, je me dis que c'est la plus belle musique du monde. Nous savons que la cicatrice est toujours là. Peut-être qu'elle sera toujours là, mais au moins nous apprenons à vivre avec. Et parce que nous portons ce fardeau ensemble, le lien entre nous n'en est que renforcé. La décision de quitter la ville est prise quelques jours plus tard. Ce n'est pas entièrement à cause des menaces de Vivian. C'est plutôt l'envie de changer d'air, de trouver un endroit sans l'ombre du passé où nous pourrons vraiment recommencer. Élise accepte sans la moindre hésitation. Pour elle, là où je suis, c'est chez elle. Nous vendons la boulangerie Glimmer, faisons nos valises et nous préparons à partir vers le sud. Quand les voisins apprennent notre départ, ils viennent nous dire au revoir, glissant dans nos mains des sacs remplis de spécialités locales. Élise, si jamais quelqu'un t'embête, tu reviens. Je prendrai ta défense. La vieille voisine tient la main d'Élise, essuyant ses larmes. Élise hoche la tête, les yeux rougis, et glisse un sachet de biscuits tout juste sorti du four dans ses mains. La veille de notre départ, nous emballons les dernières affaires dans le grenier. Élise sort une boîte du placard. Elle contient les souvenirs de grand-mère, des photos et mon vieux mot d'assurance. Le papier jauni reste lisible. Si je finis à la rue, souviens-toi de me donner un bol de nourriture. Elle regarde le papier, sourit soudainement, puis se met à pleurer en souriant. Elle prend le stylo, écrit quelques mots solennellement au dos, puis me le tend. Dans cette vie, mon bol sera toujours à moitié à toi. Mes yeux me brûlent. Je la serre dans mes bras. D'accord, c'est promis. Lorsque le train démarre, la ville qui a porté tant de nos peines et de notre chaleur s'éloigne peu à peu derrière la fenêtre. Élise s'endort sur mon épaule, sa main agrippant toujours le coin de ma chemise. La lumière du soleil inonde son visage à travers la fenêtre, calme et paisible. Je baisse la tête, embrasse le sommet de ses cheveux et ferme les yeux. Ce que l'avenir nous réserve, je l'ignore, mais tant qu'elle est avec moi, n'importe où est chez moi. Nous finissons par nous installer dans une petite ville côtière, utilisant l'argent de la vente de la boutique pour en ouvrir une encore plus petite, appelée « un bol partagé ». Élise s'occupe de la pâtisserie. J'accueille les clients. La vie est modeste, mais paisible. Elle sort lentement de l'ombre, et le sourire revient sur son visage. Parfois, dans le calme de la nuit, elle se réveille encore de cauchemar, mais je suis toujours le premier à la prendre dans mes bras, lui caressant doucement le dos, jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Un soir, 1 an plus tard, nous marchons main dans la main le long du rivage. Le coucher du soleil répand de l'or sur la mer, la marée roule doucement. Élise s'arrête soudainement, pointant du doigt quelque chose qui brille dans le sable. Je le ramasse, un morceau de verre poli par les vagues, réfractant la lumière chaude du soleil couchant. Elle prend le morceau de verre, le tient longtemps à la lumière, puis le place dans ma paume, referme mes doigts dessus et me fait signe de le garder précieusement. Je la taquine. Un gage d'amour. Elle hoche vigoureusement la tête, les yeux brillants. Un après-midi, le temps est lourd et la boutique n'a presque pas de clients. Élise est au poste de travail, en train de préparer les fonds de gâteau pour demain. Je suis au comptoir en train de vérifier les comptes. J'entends un très léger reniflement. Je lève les yeux et vois la main d'Élise tenant le fouet, figée, le regard perdu par la fenêtre. Dehors, un jeune père passe en portant sa petite fille sur le dos, son rire cristallin flottant à travers la vitre. Je pose le registre et m'approche d'elle. Elle ne me regarde pas, son regard suivant encore le père et sa fille, jusqu'à ce qu'ils disparaissent au coin de la rue. Son visage, baigné par la lumière de l'après-midi, paraît un peu pâle, ses yeux remplis de quelque chose que je n'arrive pas à décrire, un mélange complexe de nostalgie et de tristesse. Je lui touche doucement le bras. Elle sort de sa rêverie, me force un sourire, secoue la tête pour me dire que tout va bien, puis baisse la tête et mélange la pâte dans le saladier plus vigoureusement, comme si elle essayait de chasser quelque chose. Je sais qu'elle pense à ses propres parents. Cette enfance, celle qui aurait dû être remplie de rires avec sa mère et son père, est un vide qu'elle ne pourra jamais combler. Les mots de Vivienne sont comme une épine empoisonnée. Même par grand soleil, ils parviennent à la blesser. Ce soir-là, après la fermeture, on s'assoit sur le perron arrière dans la brise marine. Les vagues lèchent le rivage. Au loin, les lumières des bateaux de pêche scintillent dans l'obscurité. Élise s'appuie contre mon épaule, très silencieuse. Je lui prends la main, sa paume est un peu froide. « Élise !» Je romps le silence. « Est-ce qu'on devrait aller leur rendre visite ?» Son corps se raidit légèrement, et elle me regarde, confuse. « Je veux dire, rendre visite à ta mère et à ton père. » Je pèse mes mots. « Je sais où se trouve le cimetière. C'était dans les dossiers que Viviane a laissés. On ira leur parler, leur dire que tu vas bien maintenant, et aussi présenter des excuses au nom de mon père. » Les derniers mots sortent avec beaucoup de difficulté, mais je sais que je dois les dire. Élise reste figée pendant un long moment.
Des larmes montent rapidement à ses yeux, mais elle les retient de force. Elle me regarde, les yeux pleins de lutte et de peur, mais qui finissent par se transformer en une sorte de détermination. Elle hoche la tête vigoureusement. Nous choisissons un matin clair, fermons la boutique et nous rendons au cimetière en périphérie, portant un bouquet qu'Élise a elle-même composé avec des marguerites blanches et des œstomas verts. Ce cimetière est paisible, niché contre une colline face à la mer, un lieu de repos tranquille. En suivant les registres, nous trouvons la tombe commune. La pierre tombale est simple, avec les noms des parents d'Élise gravés dessus. Les photos sont effacées au point d'être méconnaissables. Élise s'avance vers la tombe, s'accroupit et dépose doucement le bouquet. Elle tend la main, essuie la poussière et les feuilles mortes sur la pierre tombale du bout des doigts, ses gestes aussi délicats que si elle touchait un rêve fragile. Elle ne pleure pas, elle essuie simplement en silence. La lumière du soleil éclaire son visage concentré, empreint d'une immobilité presque sacrée. Je me tiens derrière elle, lui laissant du temps avec ses parents. Au bout d'un long moment, elle se relève, se tourne vers moi et me fait signe d'approcher. Je m'avance et me tiens à ses côtés devant la tombe. La brise marine fait voler nos cheveux et nos vêtements. Élise regarde la pierre tombale, puis moi, puis lève les mains et commence à parler en langue des signes, lentement, comme si elle mettait tout son cœur dans chaque geste. « Papa, maman, voici Théo, mon mari. » Elle s'arrête, prend une profonde inspiration et continue. « Il est très bon avec moi. Nous avons notre propre boutique qui s'appelle Un bol partagé. La vie est paisible. Je suis heureuse. Nous savons ce qui s'est passé dans le passé. Ses mains deviennent plus lourdes, mais restent fermes. C'était un terrible accident, mais je sais que ce n'était pas la faute de Théo. Il n'est pas comme son père. » Elle tourne la tête, me regarde, les larmes coulant enfin silencieusement sur son visage, mais un sourire se dessine au coin de ses lèvres. Elle se tourne de nouveau vers la pierre tombale. « Alors s'il vous plaît, ne lui en voulez pas, et ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis heureuse maintenant, vraiment. » La regarder me présenter à ses parents en langue des signes, me défendre, leur parler de son bonheur, me serre la gorge comme si quelque chose m'étouffait. Mes yeux me brûlent. Je tends la main et serre fermement sa main libre. Je fais face à la pierre tombale et m'incline profondément. Me redressant, regardant les photos fanées sur la pierre, je dis solennellement « Papa, maman, je suis Théo. Je suis désolé, et merci. Merci d'avoir amené Élise dans ce monde. Soyez rassurés, tant que je serai en vie, je ne laisserai plus jamais Élise souffrir. Je mettrai tout ce que j'ai pour la protéger. » Je parle lentement, chaque mot venant du plus profond de mon cœur. Je sais qu'une promesse faite avec des mots est légère, mais c'est la seule chose que je puisse faire. Après avoir rendu hommage, nous marchons main dans la main vers la colline du cimetière. Sur le chemin du retour, Élise semble étrangement légère, comme si elle avait enfin déposé un lourd fardeau qu'elle portait depuis des années. Elle va même jusqu'à me montrer avec enthousiasme des fleurs sauvages au bord de la route et me fait signe que nous pourrions essayer d'utiliser le jus de cette fleur comme colorant alimentaire naturel. Après cela, je remarque un changement subtil chez Élise. La légère ombre qui persistait dans ses yeux semble s'être beaucoup dissipée. Son sourire devient plus éclatant et plus ouvert. Elle commence à planifier plus activement l'avenir avec moi, comme quelle fleur plantée à l'entrée de la boutique. Ou si, une fois que nous aurons économisé assez, nous devrions louer le local d'à côté pour agrandir la boutique, allant même jusqu'à signer que peut-être, un jour, nous pourrions adopter un enfant. Je sais que ce voyage au cimetière n'a pas seulement réconforté ses parents, c'était aussi un adieu officiel de nous deux au passé. Nous ne pouvons pas changer la tragédie qui s'est déjà produite, mais nous pouvons choisir comment affronter l'avenir. Nous avons soigneusement vidé ce bol rempli de souvenirs amers. Puis, dans la moitié de bol restante, nous avons ajouté de la compréhension, du pardon, et le sucre qu'Élise prépare de ses propres mains, goûtant lentement et précautionneusement la saveur du reste de notre vie. Un soir, après la fermeture, nous sommes assis au bord de la mer à regarder le soleil se coucher, la lumière mourante teintant l'eau d'un somptueux doré. Élise pose sa tête sur mon épaule et trace soudain quelques caractères doucement dans ma paume, pas en langue des signes, mais écrits avec son doigt. Je lis attentivement. Elle écrit « Un bol partagé, un cœur rempli de joie ». Je baisse la tête et embrasse tendrement ses cheveux.